Je suis heureux de vous retrouver si nombreux dans cet amphithéâtre pour échanger autour de la conception d'un cabinet écologique. Après tant d'années, nous arrivons enfin à notre dernier cycle d'études. Après quoi, une part d'entre nous feront peut-être quelques années de remplacement, d'autres s'installeront dans des cabinets déjà implantés, et peut-être bien que des idées de conception sont déjà en train de germer dans certains de vos esprits. Quoi qu'il en soit, un projet d'installation est une démarche bien conséquente, d'autant plus si l'on souhaite y implanter nos aspirations écologiques. Or, notre génération est de plus en plus demandeuse de démarches responsables et résilientes. Il en découle donc une effervescence à laquelle nous devons répondre. Le but de cette boîte à outils est de vous aider à intégrer les informations clés qui vous permettront de faciliter votre installation. Nous sommes la génération parfaite pour s'y aventurer, parce que tous nos projets sont encore à créer. Que vous vouliez exercer en ville ou en milieu rural, le docteur Alice Barras, chirurgienne dentiste, intervient aujourd'hui avec plusieurs casquettes. Membre de l'Alliance Santé Planétaire, membre du projet Décarboner la santé du Shift Project et auteur du guide de cabinet de santé éco-responsable, pourra vous offrir des pistes de réflexion et d'action pour intégrer vos considérations environnementales dans votre pratique professionnelle. Mais le cabinet n'est pas qu'un site matériel. C'est un lieu de savoir-être, de savoir-vivre et de partage. Nous y apportons des informations à nos patients. Nous échangeons avec eux au sujet de leur santé. Et cette pratique dépasse le simple aspect écologique de nos équipements. À ses côtés, Juliette Zimmermann, interne en médecine générale et membre actif de l'association Alliance Santé Planétaire, porte son travail de thèse sur la prescription par la nature. Après cette présentation, un temps de questions-réponses vous sera dédié. Alice, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci Maxime pour cette présentation. Merci pour cette invitation et puis merci à tous d'être ici et maintenant, tous ensemble aujourd'hui. Donc je vais commencer la présentation du cabinet écologique et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était d'abord une vision globale de la santé. Qu'est-ce qui fait la santé aujourd'hui? Le lien avec l'environnement et aussi voir l'impact de l'environnement sur la santé pour arriver au sein de nos cabinets de santé et regarder ensemble quels vont être les premiers outils qu'on va pouvoir utiliser pour développer notre cabinet écologique. Donc, qu'est-ce qui fait la santé? Il y a plusieurs déterminants de santé que nous connaissons, bien sûr. Nous savons qu'il ne suffit pas, à l'échelle individuelle, d'avoir une bonne génétique, d'être jeune, d'avoir une bonne hygiène de vie, à l'échelle plus locale, d'avoir accès à une activité professionnelle stable, par exemple, ou encore d'avoir accès aux soins. Il faut aussi que notre environnement, l'écosystème global dans lequel nous évoluons, soit positif. Donc nous savons qu'il n'y a pas de santé humaine dans un environnement dégradé. Hélas, nous observons aujourd'hui que cet environnement est dégradé. Nous sommes en train de dépasser une à une les limites planétaires. Nous prélevons plus de ressources que la planète est capable d'en produire. Nous produisons plus de pollution que la planète est capable d'en assimiler. Et donc aujourd'hui, on voit les conséquences sur l'environnement avec la chute de la biodiversité, une pollution de tous les milieux qui augmente, et puis effectivement également le sujet dont on parle beaucoup, mais ce n'est pas le seul en termes d'environnement, c'est le changement climatique. Donc ces changements environnementaux globaux ont une conséquence sur la santé. Nous savons que nous entrons dans l'ère des pandémies. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'IPBES, donc
le GIEC de la biodiversité, nous sommes dans l'ère des pandémies, nous voyons l'émergence de nouvelles maladies transmissibles, et donc par exemple ce sont les zoonoses et c'est cette crise Covid. Donc là on est dans le concept One Health, émergence des nouvelles maladies transmissibles, et également une épidémie mondiale de maladies chroniques. Donc ça, c'est un terme qui est employé depuis 2006 par l'OMS. Les maladies chroniques et les maladies transmissibles émergentes, le souci, c'est que nous n'avons plus les moyens économiques et nous n'avons plus les moyens écologiques de répondre à cet état des lieux. Donc on a un peu l'impression, en fait, quand on regarde l'état de notre environnement, facteur de santé, que nous menons une guerre contre la nature, et si nous la gagnons, nous sommes perdus. On est tout simplement en train de scier la branche sur laquelle nous étions installés. Les conditions de ressources et de bien-être que nous, si tant est qu'on y ait déjà eu accès, mais auxquelles nous avons accès aujourd'hui, en fait, sont tout simplement compromises. Donc voilà dans quel état on se retrouve quand on prend conscience du lien entre la santé et l'environnement. Et une fois passée cette prise de conscience, il y a plusieurs façons de réagir. La première, ça va être le déni. Donc on va continuer notre business as usual. On continue sur la même lancée, on met la tête dans le sable tout simplement, mais nous savons que c'est une voie sans issue. Ou alors on se met en action. Et vu les enjeux globaux aujourd'hui, il faut adopter une véritable stratégie, une double stratégie, qui va être la stratégie de l'atténuation, comment je réduis mon impact sur l'environnement, et une stratégie de l'adaptation, puisque nous savons aujourd'hui que les changements environnementaux globaux ont déjà un impact sur la santé. Donc atténuation et adaptation. Donc cette vision globale est très importante pour ensuite rentrer en action et intégrer finalement des actions locales qui sont nécessaires à intégrer dans tous les secteurs. Tous les acteurs doivent y participer, bien sûr, et également nous, professionnels de santé, le système de santé dans son ensemble. Donc pour une stratégie bien menée, on va d'abord observer et évaluer quel impact nous avons sur l'environnement. Donc il y a encore assez peu de données finalement sur ce sujet-là. L'année dernière, il y a une publication du Shift Project, donc qui est un think tank qui travaille sur le plan de transformation de l'économie française, comment on va décarboner l'économie française, donc ils font des propositions. Et ils se sont attaqués au sujet de la santé, puisque ça n'avait pas encore été fait. Et donc ils ont estimé l'empreinte carbone du secteur de la santé. Donc on voit ici le périmètre de l'étude. Donc on a observé le bilan carbone des établissements de santé en France, des établissements médico-sociaux et également les cabinets de ville. Donc le résultat, c'est 47 mégatonnes de CO2 émis par an, soit environ 8% de l'empreinte nationale, donc ce qui est vraiment significatif. Donc on se rend compte là que l'environnement a un impact sur la santé, mais notre système de santé a un impact sur l'environnement. Ce qui est hyper intéressant également dans ce rapport, c'est la répartition des émissions. Et on se rend compte que 85% des émissions sont des émissions indirectes. Elles sont en majeure partie liées à l'achat des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc on voit ici sur ce graphique la répartition avec les différentes sources d'émissions. Donc on voit effectivement que l'achat de médicaments et l'achat de dispositifs médicaux emportent le bilan haut la main. Les émissions directes qui vont être liées par exemple aux sources fixes de combustion et ou encore à l'électricité sont plutôt minces. Néanmoins, ce qui était également intéressant dans ce rapport, c'est les différentes propositions qui ont été faites pour réduire ce bilan carbone, bien sûr. Donc, à quoi on s'attaque en premier ? Eh bien, ça va être la rénovation énergétique, par exemple. Ça va être une sobriété et une diminution du gaspillage sur les dispositifs médicaux et les médicaments. Également, ce qui serait canon, mais ce qui n'est pas encore fait, c'est l'affichage environnemental de nos dispositifs médicaux pour nous permettre de faire un choix éclairé, finalement. Le souci, donc un des constats du rapport, c'est que même en mettant en place toutes ces actions de décarbonation, on ne va pas arriver au cadre des objectifs de l'accord de Paris, puisque nous savons que pour rester en dessous des 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles,
de l'air préindustriel, nous devons baisser nos émissions carbone de 80%. Quand on met en place toutes ces actions de décarbonation de notre système de santé, on arrive à une baisse de 50%. Donc, le compte n'y est pas. Et comment on fait pour atteindre l'objectif de 80%? Eh bien, il y a une solution que nous connaissons en tant que professionnels de santé, c'est la prévention. Donc voilà les solutions, en tout cas les propositions qui sont faites, notamment grâce à ce rapport. Pour maîtriser notre impact en tant que professionnels de santé, la première chose à faire, c'est de réduire notre impact, donc avec une démarche de durabilité environnementale. Ensuite, adopter des politiques transversales, et nous voyons qu'en prenant soin de l'environnement, nous prenons soin de la santé, on s'inscrit vraiment dans un cercle vertueux. Et puis, tout simplement, changer de paradigme, donc passer d'un système de maladie à un système de prévention. Donc voilà le bilan global du Shift Project, qui est important de présenter. Et je vous propose maintenant de rentrer dans le cabinet médical, puisque là, on était vraiment dans le système de santé très global. Donc, donc là, on va sortir on va compléter finalement le bilan carbone, puisque ce n'est pas la seule source de risque environnemental, les émissions carbone, Donc, on va regarder finalement tout ce qui va rentrer et tout ce qui va sortir du cabinet, en ayant bien conscience que chaque flux entrant et chaque flux sortant a un impact sur l'environnement. Donc il y a un premier poste d'émission qui va être lié à la consommation d'énergie de nos cabinets, donc lié à notre activité au quotidien. Ensuite, l'achat de biens et de services, que ce soit des achats de biens et de services spécifiques, comme les produits de santé ou non spécifiques, le bureau, l'ordinateur, etc. Et enfin, tout ce qui va sortir. Donc, tout ce qui va sortir, ce sont les déchets solides, tout simplement nos poubelles, les déchets liquides sous forme de pollution dans les eaux usées, et également les émissions dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre et les autres polluants. Donc une fois qu'on a observé ces différents risques, on va mettre en place notre démarche environnementale en ayant bien en tête qu'il y a un prérequis, bien sûr, c'est de toujours assurer la qualité des soins et la gestion du risque infectieux. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de, par exemple, chercher à désinfecter avec du vinaigre les tables de soins. Voilà. Donc, la proposition pour la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ça ne va pas être d'aller tout de suite vers les énergies renouvelables. La première étape est de se mettre dans une position de sobriété. Donc, comment je fais pour consommer moins ? Je n'achète pas, par exemple, pour le transport, je n'achète pas une voiture électrique, c'est je me déplace le moins possible. Donc, première étape, moins consommer. Deuxième étape, efficacité énergétique. Et enfin, effectivement, s'appuyer sur les énergies renouvelables. Pour le deuxième poste, on va mettre en place une démarche d'achat responsable. Ici, même topo. Le premier mot, c'est la sobriété. Donc, il n'y a pas de solution parfaite en faisant le plein, par exemple, de biens éco-responsables. On essaye de nous faire acheter des biens éco-responsables. Faites le plein de produits verts dans vos cabinets. Ça n'est pas la solution idéale. Ça fait partie des critères d'achat responsable, effectivement. Mais la première chose à faire, c'est acheter moins. Donc, prendre soin de ce qu'on a entre les mains. Et enfin, pour le dernier poste, donc sur les déchets, pareil, je casse souvent un petit peu l'ambiance en disant ça, mais la solution parfaite n'est pas le recyclage. La première étape, encore une fois, dans la gestion des déchets, c'est produire moins de déchets. Et en fait, une fois effectivement qu'on en a dans la poubelle, c'est voir comment on va pouvoir optimiser ce geste de tri et effectivement recycler ce qui va être recyclable, mais ça n'est pas la première étape. On ne peut pas dire « j'ai un cabinet écologique » parce qu'on a une poubelle de recyclage. Et dernier point, donc on va aussi... Donc ce sont des propositions, on ne va pas tout mettre en place en même temps. En fait, il faut vraiment voir quelle est votre sensibilité, qu'est-ce qui vous intéresse le plus comme sujet, et à ce moment-là, ce sera facile de l'intégrer. Mais un dernier point important, donc, c'est effectivement la sobriété chimique, liée aux produits d'entretien qu'on va utiliser par exemple au cabinet ou aux produits de santé. La première étape, c'est de repérer les risques, et puis avec la balance bénéfice-risque, voir comment on va pouvoir intégrer cette sobriété chimique.
Encore une fois, j'insiste sur le point de la prévention et de la promotion de la santé. Ça fait partie du cabinet écologique. Et voilà, donc notre boîte à outils qui est prête à être utilisée. Maintenant, quels outils on va mettre dedans ? Moi, c'est ce que j'ai cherché à faire en fait en écrivant le guide du cabinet de santé éco-responsable, c'était de regarder tous les outils qui étaient déjà disponibles et comment on allait pouvoir s'en servir le plus efficacement possible. Donc le guide reprend 22 fiches pratiques autour des 6 thèmes que l'on a déjà évoqués sur le graphique précédent. Une grille pratico-pratique pour se fixer des objectifs. Donc j'ai compté en arrivant ici en train, il y a 66 objectifs possibles. Il ne s'agit pas encore une fois de cocher toutes les cases et de devenir, de s'épuiser sur le sujet. Donc la question est par où on va commencer et quelle va être ma feuille de route en tant que praticien quand je veux m'installer. Donc là je m'appuie aussi sur une étude qui a été publiée très récemment. Donc une étude réalisée par des médecins suisses. Ils ont fait le bilan carbone moyen d'un cabinet. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont proposé des recommandations pour baisser cet impact, donc pour favoriser l'éco-conception du cabinet. Et une des conclusions était que le potentiel de réduction des émissions est d'un facteur 10 sans changer les pratiques médicales. Donc ça, c'est assez formidable, même si Juliette va nous transmettre plein d'outils sur la pratique médicale, il y a aussi plein de choses à faire autour de cette pratique. Et en regardant donc le bilan carbone du cabinet, on se rend compte ici que c'est le chauffage et le transport du patient et le transport du personnel qui pèsent le plus lourd. Donc il y a eu différentes propositions qui sont faites dans l'article, donc notamment encourager bien sûr l'équipe à venir sans voiture, les patients à venir à pied, ou encore redéfinir la zone de travail du praticien à 60 mètres carrés. Donc ça veut dire que moins on aura d'espace de travail, moins on aura d'impact sur l'environnement, ce qui paraît assez logique. Donc finalement, quand on cherche à s'installer, les 3 questions prioritaires à se poser avant de commencer, c'est avec qui je vais m'installer, puisqu'on voit qu'il va falloir optimiser l'occupation des locaux, donc peut-être avoir une profession, un exercice interprofessionnel ou pluridisciplinaire. Où je vais m'installer. Alors là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas du tout s'installer en milieu rural, au contraire, mais en tout cas, peut-être voir l'opportunité d'avoir des transports en commun quand même accessibles, etc. Et puis aussi, quel bâtiment je vais investir pour créer mon activité. Donc il y a une étude qui a été faite, on a posé la question, quel est selon vous un bâtiment durable ? Parmi les réponses, c'était en premier lieu d'abord un bâtiment avec des façades végétalisées, des toitures avec des panneaux solaires, des constructions en bois ou encore des tiny houses. Et en fait, on est passé un petit peu à côté parce qu'un bâtiment durable, c'est le bâtiment qui existe déjà. On a une étude de l'ADEME ici qui prouve qu'il y a 40 fois moins d'impact au niveau des matériaux quand on utilise un bâtiment qui est déjà construit qu'un bâtiment que l'on va construire. Donc, importance de la rénovation, il faut aussi faire attention à ça, bien sûr. Donc, quand vous achetez un cabinet, quand vous reprenez un bâtiment, par exemple, il va bien sûr mieux valoir s'orienter vers un cabinet passif, donc équivalent à une maison passive, plutôt qu'avoir un bilan énergétique classé G. Également, un outil important, ce sont les aides financières pour cette rénovation. Et là, je vous invite à consulter le site de France Rénov'. Et si vous cherchez des artisans pour rénover votre structure, ça va être de s'adresser à des artisans ou des architectes qui ont signé le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Vous le trouvez aussi sur le net. Ici, très brièvement, autour de la conception bioclimatique du cabinet de santé, comment on va créer notre bâti, notre cabinet, en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement, mais tout en profitant au mieux de cet environnement. Donc ça veut dire avoir des grandes baies vitrées, avoir de l'ombrage en été avec des arbres, ça veut dire aussi avoir des végétaux, mais aussi avoir de la luminosité en hiver, récupérer l'eau de pluie, avoir des puits canadiens pour la qualité de l'air intérieur, etc. Et moi, j'aime bien l'idée de ce cabinet éco-conçu,
parce que, selon moi, il va nous représenter l'approche positive que l'on va avoir quand on sera dans cette démarche écologique au cabinet. On va vraiment s'inscrire donc dans ce co-bénéfice santé et environnement. Donc quand j'imagine que je vais avoir mon cabinet avec une grande baie vitrée qui va donner sur l'extérieur et sur du verre, je pense que c'est un facteur vraiment important en termes de qualité de vie au sein du cabinet. Et donc on voit ici repris sur les 3 piliers du développement durable, adaptés au cabinet durable. On va tirer le fil de l'écologie, donc réduire notre impact sur l'environnement, qui va avoir bien sûr un bénéfice économique, puisqu'on va réduire le gaspillage par exemple, et qui va avoir un bénéfice sanitaire et social, puisqu'on va avoir une structure plus résiliente, donc permettre la pérennité de l'offre de soins, des soignants en meilleure santé avec un cadre favorable, et puis un impact sur l'environnement moindre, donc une amélioration bien sûr de la santé publique des générations actuelles et des générations futures. Donc voilà, on l'a mis dans le mille, c'est parfait. Maintenant, il y a un autre outil hyper important sur lequel je vais venir rapidement. Combien il me reste de temps ? Moins 5 minutes, c'est ça ? Ok. Donc l'enjeu de la communication, c'est un enjeu majeur aujourd'hui, bien sûr, également quand on est professionnel de santé. Donc la question qui va se poser, c'est comment je vais communiquer auprès des patients et de l'ensemble de mes parties prenantes au sein du cabinet, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le temps de cerveau, c'est quand même un sujet bien sérieux. Les vidéos les plus téléchargées sont les vidéos de chats ou les vidéos pornographiques. Donc, où est-ce qu'on va se situer, nous, dans notre communication ? Ici, une communication qui a été proposée par le WWF, où on voit tout simplement qu'en éteignant la lumière, on peut devenir un super-héros. Donc, l'idée n'est pas d'aller en slip de super-héros au cabinet, bien sûr, mais en tout cas d'adapter une approche positive et un peu ludique par rapport au contexte de votre propre activité. Donc selon votre caractère, votre sensibilité et le message que vous avez envie de faire passer, le message un peu sobre sur la gauche ou alors un peu plus trivial sur la droite. Attention à ne pas mettre en salle d'attente, ça passerait assez mal je pense, mais entre adultes consentants tout est possible. Et puis aussi, je voulais partager donc, ce dernier outil qui est le nudge, donc un outil de communication qui est vraiment hyper efficace. Un nudge, donc littéralement, c'est le coup de coude qui va permettre de passer à l'action. Et ici, c'est un nudge qui est très célèbre. La petite mouche au fond des urinoirs des aéroports des Pays-Bas a permis de réduire de 75% les salissures autour des urinoirs. La petite mouche fait qu'on a envie de la viser, et eh bien, ça permet d'avoir moins de salissures autour des urinoirs. Donc c'est ça le nudge, le petit coup de pouce. Comment on va le mettre en place dans notre démarche écologique ? Eh bien, vous avez pu voir sur la voie publique les différents nudges qui sont déjà proposés. Donc là, par exemple, à gauche, le cendrier de rue qui, on va dire, incite à ne pas jeter le mégot sur le trottoir. C'est un petit peu dommage d'en arriver là, mais on en est là. Et en plus, ça permet de transmettre une information, puisqu'on sait qu'un mégot pollué, c'est 500 litres d'eau polluée. Un mégot jeté, pardon. Un mégot pollué, tiens, j'avais pas eu mon truc. Un mégot pollue, pardon. Un mégot pollue 500 litres d'eau quand il est jeté. Et puis à droite, pour inciter à faire de l'exercice et prendre l'escalier. Donc à chaque marche montée, on perd des calories. Au cabinet, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme nudge ? Ici à gauche, le nudge qui va permettre de donner le petit coup de coude et utiliser moins d'eau à chaque fois qu'on va utiliser les sanitaires. Donc 1 + 1 = 2, ça paraît simple, donc j'appuie sur le bon bouton. Et à droite, une proposition d'identification sociale, en fait, puisque je suis un colibri, je fais ma part, et bien moi aussi, j'éteins la lumière. Vous pouvez vous mettre en scène. Donc ça, c'est moi quand j'arrive en vélo. Et toujours, bien sûr, mettre en avant l'éco-bénéfice, santé et environnement. Je fais de l'exercice, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour ma santé. Donc n'hésitez pas à vous mettre en scène. Vous pouvez mettre votre vélo, pourquoi pas, dans la salle d'attente pour montrer que vous êtes sportif.
Selon moi, la salle d'attente, c'est vraiment un support de communication qui est hyper intéressant. Bon, là, sur ma photo, elle est peut-être un petit peu surchargée quand même, parce que sinon, il va falloir prendre 3 quarts d'heure de retard, sinon les patients n'auront pas le temps de tout lire. Néanmoins, faites-vous plaisir et n'hésitez pas surtout à transmettre vos valeurs, vos engagements, notamment par l'affichage de la charte du cabinet que je vous invite à rédiger, à travailler en fait, quand vous vous installerez. Voilà. Le dernier symbole sur lequel je voulais vous quitter, donc tout simplement l'importance de renouer, j'allais dire, ou nouer en tout cas, avec la nature. La vérité, elle est dans la nature, dans la forêt, elle n'est pas ici entourée de plastique ou de moquettes. Donc allons dans la nature, et puis aussi l'image de l'escalier, avec les différentes marches à gravir, toujours se mettre dans une attitude positive d'amélioration continue. C'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire, et on progresse individuellement et surtout bien sûr collectivement. Je crois beaucoup à la valeur de l'exemplarité. Souvent on me dit mais comment on va faire pour convaincre les gens d'avoir cette même attitude? On ne convainc pas les gens, on le sait bien en tant que soignant, on n'arrive pas à convaincre les gens. Donc pour moi, pour citer Gandhi, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc, soyons exemplaires et je vous remercie. Merci beaucoup, Alice. Juliette, est-ce que tu veux bien nous donner ton expérience dans le cadre de la médecine générale ? Bonjour à tous. Alors, je voulais vous parler plutôt des pratiques en tant que médecin généraliste qui peuvent se rattacher aussi à une pratique éco-responsable. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les consultations? Et je cherchais à vous montrer que ce n'est pas forcément compliqué, que ça peut être des petites choses qui, au fur et à mesure, sont incluses dans les consultations et qui peuvent vous paraître simples, mais qui auront, on l'espère, beaucoup d'effets. Je me suis basée pour ma présentation sur le travail du Collège de médecine générale qui a fait suite en fait à un appel par la WONCA qui est l'Association mondiale des médecins de famille qui a appelé les médecins de famille du monde entier à agir en santé planétaire. Donc pour vous expliquer un petit peu le concept de santé planétaire, mais ça sera fait plus en détail demain, c'est en gros les liens entre la santé humaine et la santé de l'environnement, des animaux. Donc, en prenant en considération le fait que jouer pour notre santé, c'est aussi jouer sur la santé de l'environnement et la détruire, ça va jouer en notre défaveur, comme nous l'expliquait Alice. Donc, il y a 3 grands axes en tant que médecin généraliste. Ça va être d'abord d'informer, de se former soi-même pour savoir quoi transmettre aux patients et d'agir. Donc, on commence par la salle d'attente. Comme le disait Alice, c'est un endroit où on peut afficher un petit peu ce qui compte pour nous. Et c'est le premier endroit que le patient va rencontrer en arrivant au cabinet. C'est un endroit qui peut être le lieu de messages simples et qui vont permettre d'échanger ensuite en consultation. Donc là, je vous ai donné trois exemples d'affiches. Celles sur la gauche sont plus axées alimentation, qui a été faite par Santé publique France. Au milieu, c'est la prévention par rapport aux femmes enceintes. Donc, c'est le projet FAIT, qui est un projet des Hauts-de-France sur les perturbateurs endocriniens et ce qu'il faut conseiller aux femmes enceintes autour de la périnatalité. Et à droite, un d'affiche du Cyclamed, donc une association qui promeut le recyclage des médicaments et s'en occupe en France. Donc, informer, ça va être surtout en consultation, évidemment, le moment de l'échange avec le patient. Ça peut être, par exemple, de lui demander quel environnement il a à la maison, quel environnement il a au travail, et vous, de réfléchir à quel risque cela peut présenter pour sa santé et de lui expliquer quel lien ça peut avoir avec la pathologie chronique pour laquelle il consulte éventuellement, en gardant toujours en tête qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et pour vous illustrer cela, les chiffres de Santé publique France sur la période 2016-2019, il y a environ 40 000 décès par an qui ont été attribués à une exposition à la pollution de l'air.
Donc, on considère désormais que la pollution est la plus grande cause environnementale de maladies dans le monde et que ça cause plus de décès que le tabac. Donc le tabac, on l'a déjà inclus à notre consultation. En prévention, c'est des choses dont on parle facilement. Et pourquoi pas parler plus de pollution de l'air. 2 concepts qui sont importants, c'est celui de l'exposome, donc le schéma sur la gauche. C'est l'ensemble des expositions à des facteurs non génétiques auxquels un individu est soumis de sa conception in utero à sa mort. Et on s'est rendu compte qu'en fait, avec les polluants chimiques, il y avait non seulement un effet du polluant lui-même, mais des effets qu'on appelle cocktails, qui en fait, les effets se multiplient plus il y a de polluants auxquels on est exposé. Sur la droite, c'est un schéma qui schématise les co-bénéfices, donc une action qui va être à la fois bénéfique pour le patient, mais pour l'environnement. Et l'exemple type, c'est par exemple d'aller en vélo au travail. Donc, par le fait de faire du vélo, en fait, il va améliorer sa santé personnelle, donc santé cardiovasculaire, etc. Le fait de faire de l'activité physique, ça va lui permettre de se reconnecter éventuellement à la nature s'il est amené à traverser des espaces naturels, ou en tout cas à se reconnecter à son environnement proche. Et ça va améliorer l'environnement en réduisant la pollution de l'air, les embouteillages, etc. Au niveau de l'alimentation, une grosse part d'information est liée à l'alimentation. Donc, c'est un exemple d'une assiette, l'assiette idéale en santé planétaire qui a été conçue par le Lancet. Donc, c'est une alimentation qui doit être à dominante végétale, ou dans laquelle il faut limiter les protéines animales et les aliments transformés, les sucres ajoutés, mais ça, on le savait déjà. Dans l'idéal, une alimentation qui serait biologique, locale. Pour vous aider dans vos consultations, notamment avec les patients végétariens ou qui souhaiteraient le devenir, il y a l'outil VGClick qui fonctionne un petit peu comme Antibioclick pour ceux qui connaissent, où en fait vous pouvez l'utiliser pendant la consultation, choisir un petit peu le profil de votre patient et ça vous donne les outils, les conseils à lui donner par rapport aux carences éventuelles qu'il pourrait présenter. Ça peut s'appliquer aussi aux femmes enceintes, aux jeunes enfants, etc. Il y a également Loïc Blanchet-Mazuel qui avait fait sa thèse sur le sujet des patients végétariens et qui avait élaboré un guide pour les médecins généralistes. La période périnatale qui est également très importante, on parle des 1000 premiers jours. C'est d'ailleurs un site qu'a fait le gouvernement pour sensibiliser les populations. Donc les 1000 premiers jours, c'est en fait à partir de la conception jusqu'aux 1000 jours du bébé. Et c'est la période à laquelle il est le plus sensible aux polluants. L'idéal, c'est de faire une consultation dédiée, de prôner l'allaitement maternel quand c'est quelque chose que la maman est d'accord pour faire, évidemment, de prôner une alimentation riche en fruits et légumes, comme on le voyait juste avant, de se méfier des perturbateurs endocriniens. Et là, sur la droite, vous avez des exemples toujours du projet FAIT, d'images que vous pouvez transmettre aux patients sur ce qui doit limiter dans la chambre du bébé, les produits cosmétiques à préférer, etc. Et il y a plein de fiches comme ça qui sont disponibles sur leur site. L'activité physique, donc on le sait, qui est bénéfique pour la santé. Il y a plein d'études qui le prouvent depuis de nombreuses années. C'est un des premiers co-bénéfices auxquels on pense en santé planétaire, comme je vous expliquais juste avant. La HAS, la Haute Autorité de Santé, a édité plusieurs guides pour nous aider à prescrire aux patients l'activité physique parce qu'on le sait également par des études, le fait d'avoir sur papier les conseils amène le patient à les réaliser de façon plus efficace, à une meilleure comment on appelle ça, une meilleure adhésion à ce que vous conseillez aux patients. Donc il y a un guide qui est assez spécifique qui permet en fonction de la pathologie de conseiller les bonnes activités physiques pour que ça ne présente pas de risque pour le patient. Et il y a également ce qu'on appelle les programmes d'activité physique adaptée. Donc ça c'est pour les affections longue durée et notamment le cancer. Ce sont de l'activité physique faite par des professionnels, donc des ergothérapeutes, ça peut être des kinés. En général ça se fait à l'hôpital mais il y a aussi des associations qui le font. Et c'est complètement remboursé, ça fait partie de la thérapeutique pour ces patients-là. Et j'ai oublié, excusez-moi, la Fédération française de cardiologie avait également établi des règles d'or
pour aussi nous aiguiller, nous, dans à quel moment le patient a besoin d'une consultation cardiologique. Est-ce que ça va représenter un risque pour lui de faire telle ou telle activité physique? Est-ce qu'il faut faire une écho cardiaque? Est-ce qu'il faut faire un ECG, etc. Donc il y a aussi des ressources sur leur site. Je voulais vous présenter également le dispositif Azalée. Donc c'est un dispositif associatif qui prône l'action de santé libérale en équipe, qui a été fondé en 2004 par un médecin traitant et une infirmière à la base, il me semble. Donc le dispositif envoie des infirmiers en fait, dans les cabinets de santé qui le souhaitent, des infirmiers qui vont être délégués à la santé publique et qui vont pouvoir mettre en place des actions d'éducation thérapeutique, d'activités en groupe, ça peut être de la marche. À la base, c'était pour les patients diabétiques, mais ça s'élargit aux patients BPCO, aux troubles cognitifs du sujet âgé, dans la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire, il y a également dans le dépistage des cancers. J'ai une petite vidéo pour Azalée, vous connaissez ? illustrer. Azalée, c'est une nouvelle forme de coopération entre des médecins et des infirmières qui recentrent leurs interventions sur l'éducation et la prévention. Pour faire simple, imaginons que Pierre vienne d'être diagnostiqué diabétique par son médecin traitant. Il est aussitôt reçu par une infirmière. Elle prend le temps de l'écouter et de répondre à toutes ses questions. Son but, c'est de l'aider à vivre avec sa maladie. Elle ne prescrit pas de médicaments, mais elle fait un compte-rendu écrit au médecin de ses consultations avec Pierre. Elle rappelle les éventuels examens effectués. Cette coopération garantit un suivi dans les soins prodigués tout au long du traitement de Pierre. Voilà, pour la présentation du dispositif Azalée. Et il y aura également dans le futur les infirmiers de pratique avancée, j'imagine s'ils parviennent jusqu'au cabinet de médecine générale. Le sujet donc, de ma thèse, la prescription de nature. C'est également comme l'activité physique, des choses qui devraient être prescrites sur ordonnance. Alors ça commence à se faire au Canada et en Écosse, mais ce n'est pas encore répandu en France malheureusement. Donc la nature a un bénéfice réel pour le patient. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui le montrent, au début de petits échantillons, mais qui sont en train d'être faites de façon plus puissante. C'est un bénéfice direct sur la santé mentale, sur l'immunité, avec un rôle a priori des lymphocytes NK qui n'a pas encore été complètement prouvé, mais c'est ce qu'ils pensent. Un bénéfice sur le système respiratoire et cardiovasculaire et sur la cognition, en améliorant la concentration, en diminuant le risque de perte de mémoire pour les sujets âgés, etc. C'est un bénéfice réel également sur l'environnement. En prônant les espaces verts en ville, ça va réduire l'effet des canicules et le système d'îlots de chaleur, ça va réduire la pollution de l'air et ça permet également aux populations de se reconnecter à la nature, notamment pour les citadins. Ça se prescrit sur ordonnance. Alors un exemple d'ordonnance qui peut être réalisé, c'est 2 heures d'activité en nature par semaine, au moins 20 minutes par séance. Les durées ne sont pas anodines, en fait c'est les durées pour lesquelles ont été prouvés les bénéfices pour le patient. Et c'est des ressources qui sont disponibles sur le site du dispositif Parks. C'est un dispositif canadien qui aide les généralistes à prescrire de la nature en lien avec les parcs naturels canadiens. Pour continuer sur la prescription, ce qui est très important avant de prescrire des médicaments, c'est déjà d'expliquer l'évolution naturelle attendue de la pathologie, de donner les consignes de surveillance et de reconsultation, comme on l'a appris. Et quand c'est possible et quand ce n'est pas néfaste pour le patient, ça va être de proposer en première intention une prise en charge non médicamenteuse. Je voulais vous donner l'exemple de Calia Pro, qui est un assistant digital du même style que Antibioclick, pour lequel j'ai participé à la mise en place en donnant des conseils sur l'interface. Donc c'est un conflit d'intérêts que je voulais vous signaler. C'est un logiciel qui est payant, mais qui est très utile dans la prescription des approches non médicamenteuses quand on est un petit peu perdu sur ce qui a été prouvé par la science, ce qui fait partie du lieu commun ou de ce que pensent les patients. Par exemple, pour le syndrome de l'intestin irritable, ça indique les conseils à donner sur l'alimentation, ça indique quels probiotiques peuvent être prescrits ou conseillés aux patients. Et en se basant sur l'efficacité dans les études scientifiques,
C'est le score CALIA, en fait, c'est un score qui se base là-dessus et qui scanne toutes les études scientifiques qui sortent régulièrement sur ces médecines parallèles. Toujours dans le domaine de la prescription et de l'information, on nous a appris qu'il fallait ne pas nuire en premier lieu. Et c'est un principe qu'on oublie parfois, notamment dans le contexte des antibiotiques, on en parlera un petit peu après. Tous les médicaments ont un impact sur la santé, donc c'est le bénéfice qu'on attend évidemment, mais il y a également un risque, il y a des effets indésirables, il y a des risques de dépendance parfois. Je pense notamment aux benzodiazépines, aux hypnotiques. Et il y a un impact non négligeable sur l'environnement, sur les sols, la biodiversité et l'eau. L'idéal, c'est de prescrire des médicaments toujours en indiquant une durée limitée. On peut utiliser les outils d'éco-prescription. Donc l'éco-prescription, ça a été développé par une association de médecins lorrains qui a voulu optimiser la prescription parce qu'ils se sont rendus compte que dans la rivière du département, on retrouvait énormément de médicaments. Et dans le même contexte, il y a une étude qui est parue récemment au niveau mondial sur le fait qu'on retrouvait des médicaments dans pratiquement tous les cours d'eau au niveau mondial. Je pourrais retrouver la source, je ne l'avais pas inclus puisque ça vient de paraître récemment. Donc les outils d'éco-prescription, par exemple, ça va être d'avoir un chevalet sur votre bureau qui indique que peut-être vous ne prescrirez pas de médicaments à cette consultation, mais que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pris en charge votre patient. Ça peut être d'avoir un tampon à poser sur les ordonnances en indiquant de retourner les médicaments qui ne sont pas utilisés. On va pouvoir se baser aussi sur l'indice PBT, donc c'est persistance, bioaccumulation, toxicité. En fait, c'est un indice qui a été développé en Suède qui permet de voir à efficacité égale quel médicament va le moins être néfaste pour l'environnement. Et donc il y a une liste qui est éditée tous les ans par la Suède, qui je l'espère parviendra à être traduite en français un jour. Et ça va être aussi simplement le fait de refuser de prescrire. C'est une chose qu'on trouve difficile mais qu'on devrait de plus en plus développer en expliquant évidemment les raisons aux patients. La déprescription qui est également très importante, notamment chez les personnes âgées. Il existe des grilles sur lesquelles se baser, des recommandations, notamment par la Haute Autorité de Santé. Il existe également des réseaux locaux, notamment une thèse qui a été réalisée à Toulouse par une interne de médecine générale qui avait créé un réseau entre internistes et généralistes et avec des pharmacologues pour aider les généralistes à décharger leurs ordonnances. Une seconde vidéo d'une association qui s'intéresse aux cours d'eau et aux conséquences des médicaments. Ça s'appelle Le Gré. Médicaments dans l'eau. Les 5 bonnes questions à se poser. Que deviennent les résidus de médicaments dans l'eau ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que deviennent les médicaments que vous prenez quand vous êtes malade ? Ils sont absorbés par votre organisme et vont contribuer à vous guérir. Puis, ils vont être éliminés par vos urines et vos selles. Ainsi, lorsque vous tirez la chasse d'eau, les matières rejetées rejoignent le réseau d'assainissement et la station d'épuration. Or, comme tout élément chimique, les molécules du médicament concerné peuvent s'avérer toxiques hors de leur contexte d'usage et même à très faible dose. Certains résidus de médicaments sont ainsi considérés comme des micropolluants. Aujourd'hui, les procédés de traitement en station d'épuration qui sont mis en place savent éliminer beaucoup de ces micropolluants, mais pas tous. Certaines molécules rejoignent le milieu naturel à la sortie des stations d'épuration sans avoir été traitées. C'est le cas en particulier de certains pesticides, de métaux et d'un bon nombre de médicaments. On retrouve aujourd'hui ces micropolluants dans les rivières, dans les lacs et par infiltration dans les nappes souterraines qui sont nos principales ressources en eau potable. On sait qu'ils ont des effets sur différentes espèces aquatiques. Et des recherches sont en cours pour étudier les impacts sur l'environnement et sur l'homme. Chacun à notre échelle. Donc voilà, sur les conséquences des médicaments sur l'eau. Médicaments dans...
Pour continuer sur la prescription, des conseils que vous pouvez également donner aux patients, ça va être d'éviter l'automédication. On a tous eu le patient qui nous dit « j'ai pris de l'amoxicilline parce que j'ai vu que j'avais une angine ». Oui, mais ça a des conséquences. De conseiller de toujours recycler les médicaments non utilisés. Donc là, c'est le tampon dont je vous parlais précédemment. Et des conseils pour l'armoire à pharmacie, de toujours bien indiquer sur la boîte pour qui était prescrit ce médicament, quand ils l'ont ouvert, de ranger en hauteur. Alors ça, c'est plus pour la sécurité par rapport aux enfants. Et surtout de rapporter les médicaments non utilisés en pharmacie, qui sont ensuite non pas envoyés dans des pays d'Afrique comme on pourrait le croire, mais recyclés par l'association Cyclamed, qui en fait les utilise en incinération, les revalorise en énergie. Donc l'antibiorésistance, c'est un grave problème de santé publique, hein. Ça augmente les durées d'hospitalisation, les risques chirurgicaux parce qu'on est amené à utiliser des médicaments, des antibiotiques à plus large spectre, des médicaments plus puissants et plus chers. Ça amène à des décès, malheureusement, environ 5500 par an. Ça a des conséquences du coup directes sur la santé humaine, mais aussi animale et sur la santé de l'environnement. Pour vous aider dans vos choix d'antibiotiques et à savoir si oui ou non il y a besoin d'un antibiotique, une fois qu'on s'éloigne de l'ECN et qu'on ne connaît plus les recommandations par cœur, c'est l'outil Antibioclic qui est vraiment, à mon sens, indispensable et qui rappelle les conditions pour donner l'antibiotique, les durées les plus faibles possibles. Et donc on sait que les résistances bactériennes se développent avec l'exposition répétée aux antibiotiques, notamment dans l'eau. Et si on peut éviter ça, ça évitera des surcoûts pour la société. Le deuxième point, ça va être d'agir soi-même en tant que professionnel de santé, comme on le voyait avec Alice. Travailler dans un cabinet éco-responsable, c'est une première chose et pas des moindres. Organiser ses trajets en préférant le transport le plus sobre possible, en planifiant ses visites, en les regroupant par endroit, en calculant l'émission carbone de ses propres trajets sur le site de l'Agence de la transition écologique. Ça va être également d'anticiper les impacts du réchauffement climatique. Donc on parlait tout à l'heure de flux migratoires, mais avant cela, on est déjà concerné en fait de façon annuelle sans qu'on s'en rende trop compte, mais par la canicule. Donc on a de la prévention à faire à ce sujet-là, notamment auprès des personnes âgées et des enfants, mais également des gens qui travaillent en extérieur, des SDF, etc. Donc savoir quoi leur conseiller, comment réduire leurs médicaments, par exemple les diurétiques. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver facilement, qui sont sourcées, notamment chez Santé publique France ou sur les différents sites du gouvernement pour la canicule. Ça va être également, par exemple, la borréliose de Lyme pour les régions concernées, les moustiques tigres qui se répandent de plus en plus. Enfin, il y a plein d'exemples qui doivent s'appliquer à la région où vous exercez également. Et enfin, se former. En tant que médecin, on le sait, il faut se former de façon continue. Pour les sujets de santé planétaire, il y a par exemple le MOOC, donc le cours en ligne Planetary Health for Primary Care, qui est en train d'être traduit par notre association Alliance Santé Planétaire, donc qui sera bientôt disponible en français. Et c'est une plateforme, c'est des cours papier en ligne qui sont gratuits. Il y a également des formations universitaires qui ont déjà été développées en France, à Montpellier, Nice, à Paris, Créteil, à Bordeaux, Poitiers. Récemment, le DU Alimentation végétarienne à la Sorbonne. Il existe plein de webinaires que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de la SFSE, donc de plus courte durée, de 1 à 2 heures, en fonction du temps que vous avez de disponible. Il y a également la thèse de Julie Legrand, qui est médecin généraliste, qui a créé un site qui s'appelle santédurable.net pour prendre en compte le développement durable dans les cabinets de médecine générale et qui est assez facile d'utilisation et sympa à aller voir. Je voulais vous mettre quelques sources également de lecture si vous aimez la lecture. Donc, il y a le livre du docteur Alice Desbiol, qui est médecin de santé publique, qui a fait un livre sur l'éco-anxiété. La boîte à outils sur les changements climatiques, donc ça c'est par une association canadienne de médecins généralistes
qui permet de se préparer justement aux impacts des changements climatiques sur la pratique de la médecine générale. Le livre Santé planétaire, qui est également en cours de traduction par l'Alliance Santé planétaire. Et ce livre qui est plus sur le sujet des zoonoses et l'ère des pandémies dont nous parlait Alice, qui a été écrit par une journaliste, Marie-Monique Robin. Tous les ans, il y a également le Lancet qui décompte les impacts des changements climatiques sur la santé. Et donc vous pouvez lire le rapport de façon annuelle. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Juliette pour ta présentation. Je vous invite, si vous le souhaitez, à poser quelques questions pour échanger un petit peu autour de cette thématique. Il y a des micros dans la salle, voilà. Bonjour. Bonjour. Non, n'est-ce pas? Faut que je parle plus fort? C'est bon? C'est pas une question directement en rapport avec le cabinet en soi. C'était plus pour un congrès qui parle un petit peu d'écologie. Pourquoi avoir fait le choix d'avoir fait ce pack de bienvenue avec un sac, enfin un tote bag, avec pas mal de papier dedans, avec des emballages plastiques? Voilà, c'est une question plus générale. Bon, du coup, je me permets de répondre. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que justement, aujourd'hui, on est encore dans une ère de changement. Et il y a encore des signaux sur lesquels il faut qu'on fasse attention. Par exemple, on s'est battu, il a fallu qu'on se batte pour ne pas avoir ne serait-ce que des bouteilles en plastique sur cette table. On ne peut pas aujourd'hui arriver à être sur tous les fronts au même moment. Et j'ai été le premier à verser une larme quand chez moi j'ai reçu une partie de goodies qui était encore dans des sachets en plastique. On en a rediscuté, on a envoyé un mail très gentil à l'organisme pour leur suggérer une fois de plus de faire attention à ça. Je pense qu'il faut continuer à apprendre de nos erreurs et faire en sorte justement de souligner ce point-là pour ne pas le reproduire au prochain congrès. Si vous êtes plusieurs à vous poser cette question, ce sera un argument supplémentaire pour nous de dire qu'en fait, si ça ne plaît pas aux intervenants, pourquoi continuer à le faire? Donc merci de le souligner. Si tu lèves la voix assez fort, on t'entend quand même, je sais pas. Non, je pense que c'est bon. J'ai une petite question sur notamment l'hygiène au cabinet. On en a parlé un peu tout à l'heure, je crois. J'ai fait quelques recherches sur le sujet et en fait, j'étais un peu embêté parce qu'il me semble qu'il n'y a que des recommandations vraiment axées sur l'hôpital et notamment pour la stérilisation au cabinet, pour stériliser au cabinet. Il semblerait qu'ils sont vraiment assez stricts, notamment faire de l'autoclave et pas de la chaleur sèche, tout ça. Et en fait, je voulais savoir s'il y avait des travaux des recommandations plus spécifiques pour le cabinet en médecine générale, notamment, enfin un cabinet en libéral, parce qu'il n'y a peut-être pas le même écosystème, enfin écologie bactérienne notamment. Je voulais savoir où ça en était. Oui, c'est une très bonne question. En fait, par rapport aux normes de désinfection, donc comme je le précisais, c'est vraiment un prérequis, bien sûr, et on doit aujourd'hui suivre les recommandations
telles qu'elles sont actualisées. Elles ne sont pas actualisées d'un point de vue éco-responsable, on est bien d'accord. Il y a de plus en plus de travaux qui sont publiés pour les établissements de santé. Moi, je sais que j'ai déjà travaillé sur ce sujet-là dans les cabinets de podologie. Donc, on va sortir des recommandations actualisées. C'est un très très beau sujet à développer, en tout cas, pour effectivement voir qu'on peut tout à fait réduire l'impact environnemental, donc notamment en termes de sobriété chimique, au cabinet, en ayant toujours cette gestion du risque infectieux, donc en ne faisant pas n'importe quoi, bien sûr. Mais aujourd'hui, les recommandations ne sont pas actualisées. Donc voilà la réponse qui est un petit peu... j'aimerais bien l'année prochaine vous dire, ça y est, on a fait un papier là-dessus et c'est bon, on peut y aller. Donc par exemple, ça va être effectivement déjà ajuster la désinfection par rapport au risque associé au dispositif médical qu'on va utiliser, parce qu'on n'a pas besoin de désinfecter tous les dispositifs médicaux s'il n'y a pas de risque important, par exemple. Et puis aussi, au niveau de la désinfection, ça va être, par exemple, se tourner vers la vapeur d'eau, enfin des nettoyeurs vapeur, ou en établissement de santé. Aujourd'hui, ils nettoient les sols, par exemple, avec juste des microfibres. Donc juste avec l'action mécanique de la microfibre, ça a une action de désinfection. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, mais aujourd'hui, les recommandations ne sont pas actualisées. Et d'ailleurs, même en cherchant pour votre pratique médicale en cabinet de ville, j'ai eu du mal à trouver même la recommandation de base, en fait. Donc c'est un vrai sujet. Bonjour. Déjà, merci pour cette présentation, c'était hyper intéressant. Je voulais juste revenir sur le point de le site, la VG-Click, que je ne connaissais pas, qui est un outil, je trouve, super pertinent et intéressant à utiliser. Est-ce que c'est démocratisé est-ce que c'est... Parce que j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup moins connu, par exemple, qu'Antibioclick, mais est-ce que c'est quelque chose qui est quand même connu ou qui tend à être connu par l'ensemble des praticiens ou pas? Parce que j'en avais jamais entendu parler. Et là, en regardant un peu, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même beaucoup de praticiens qui sont démunis face à de plus en plus de patients qui tendent à changer de régime alimentaire, que ce soit pour devenir végétarien, végétalien ou même juste à limiter leur consommation de protéines animales. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir si c'était quelque chose qui pouvait être, ou si la communication pouvait être accélérée ou augmentée sur ce sujet-là et sur cet outil. Alors VG-Click, c'est disponible sur Kit Médical. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un site internet qui réunit toutes les applications qui vont aider les médecins généralistes classés par appareil. Donc ça en fait partie maintenant, donc j'espère que ça va se répandre un peu plus. Il me semble que c'était un travail de thèse initialement également, VG-Click. Donc ça peut... moi j'ai l'impression, je le connais depuis quelques années, donc j'ai l'impression que moi je l'utilise énormément. Mais après voilà, je suis toujours faussée parce que je suis entourée de gens qui s'intéressent à ces questions-là et qui connaissent également. Je ne sais pas si les médecins généralistes plus anciens ou moins au fait de ces questions l'utilisent ou connaissent son existence, mais en tout cas si chacun d'entre vous en parle autour de lui, peut-être que ce sera amené à être plus utilisé. Et notamment pour réduire les croyances sur les déficits, les carences en fer, etc. C'est bien expliqué, bien sourcé, voilà, c'est avec des preuves scientifiques, quoi. Ouais, merci beaucoup. Oui, bonjour. Installée depuis 30 ans, donc merci pour cette sensibilisation. Cela dit, je trouve que c'est assez compliqué parce que dans le cadre des cotations, notamment, certaines cotations sont applicables quand on utilise du matériel à usage unique. Moi, j'ai connu le temps où effectivement on avait les boîtes et où on suturait avec des boîtes qu'on stérilisait. Et après, on nous a imposé du matériel à usage unique. Je suis morte de honte et de culpabilité quand je dois prescrire des Médicette pansements. Enfin, maintenant, je suis contente, c'est les infirmières qui se les prescrivent elles-mêmes, j'ai moins de culpabilité. Mais des Médicette pansements, et je vois des tonnes et des 30 boîtes de Médicette pansements et tout ce plastique.
Et sans compter quand j'allais visiter à l'époque les patients à l'hôpital, où en fait on est passé de la grande casserole où on servait les patients place à des plastiques et des plastiques avec des... C'est horrible, ça c'est vraiment horrible. J'imagine la tonne de déchets qui sort. Moi j'ai un petit souci, je me dis dans cette salle il y a certainement quelqu'un qui a une réponse, parce que c'est le collectif qui a toujours la réponse. Je culpabilise à chaque fois avec mes draps d'examen. Alors j'ai eu un interne qui était... parce que chaque fois je leur demande, parce que c'est eux qui nous apportent ces solutions-là. Et alors lui il me disait, mais simplement tu prends ton truc, tu désinfectes et c'est bon, quoi, t'as pas besoin d'utiliser, parce que je vois quand même ma poubelle de draps d'examen qui tous les soirs est un peu pleine. Mais les gens regardent, quoi. Moi-même, j'ai du mal à le faire. Alors, je ne sais pas s'il faut que je travaille sur moi ou s'il faut que je travaille sur les patients. Parce que quand je les installe sur une table où il n'y a pas de draps d'examen, je sens qu'ils font une grimace. Bon, c'est peut-être mon regard, mais bon, peut-être quelqu'un a-t-il une expérience et voilà, les draps d'examen, c'est quand même pas terrible non plus. Si vous avez une réponse, merci. Alors, moi, je veux bien répondre, ou au moins commencer. Ou peut-être que vous avez d'autres réponses dans la salle, et c'est ça qui est effectivement intéressant, c'est d'échanger, puisqu'on a tous une expérience enrichissante. Alors, d'après mes recherches, et en fait, par exemple, l'étude qui a été faite en Suisse, une des recommandations était ne plus utiliser de drap d'examen. Et effectivement, d'après les échanges que j'ai pu avoir avec des professionnels en exercice, c'est vraiment la tendance. En fait, on ne se prend plus la tête à voir si c'est du papier recyclé ou pas recyclé. C'est je n'utilise plus de drap d'examen. Effectivement, derrière, il va falloir que j'ai une action de désinfection si ça semble évident. S'il a juste posé ses fesses habillées, il n'y a pas de risque de transmission, tout simplement. Donc, il faut revenir à une réflexion de base, basique, j'allais dire, et se l'autoriser, et être fier de se l'autoriser, en fait. Puisque ça a tellement de sens. Si le patient ne comprend pas, ou si vous voyez qu'il tique un peu, pourquoi pas en fait juste lui expliquer, oui j'ai réfléchi, et oui je prends soin de vous, et je prends soin de l'environnement, tout simplement. Donc on peut peut-être mettre ça aussi en salle d'attente finalement, comme le chevalet sur le bureau en disant j'aimerais surtout ne pas vous prescrire quoi que ce soit, ce sera finalement bon signe. Là c'est pareil, je prends soin de vous, ne vous inquiétez pas. Et après si vraiment il doit avoir des fluides, on peut utiliser une serviette lavable. Il ne s'agit pas non plus de se lancer dans la machine à laver à tour de bras, mais si on utilise cette serviette, on va avoir derrière une procédure de nettoyage qui sera bien cadrée. On pourra la mettre en avant si jamais le patient il nous pose la question de où vous sortez cette serviette. Il va falloir la laver à 60 degrés, avoir un séchage efficace, et puis après pouvoir la réutiliser. Et en termes de gestion du risque infectieux, il n'y a aucun souci. Il faut se faire confiance et être fier en fait de cette démarche. Et après aussi, donc c'est pour ça aussi que j'avais voulu avoir cette approche globale par rapport à l'impact du cabinet, c'est qu'il faut se prendre la tête le moins possible et aller finalement aussi à l'essentiel. Donc il n'y a peut-être pas possibilité d'éviter les transports individuels avec une voiture diesel par exemple, mais finalement on se rend compte quand même que c'est ça qui a le plus gros impact dans un cabinet, plutôt que la serviette qu'on va être amené éventuellement à jeter. Donc il ne faut pas se prendre la tête et essayer de voir ce qui va être le plus efficace. Et après, en plus, en communiquant un maximum, c'est pour ça que l'enjeu de la communication est hyper important, c'est qu'en communiquant un maximum, on va envoyer un message à la planète, mais aussi surtout aux fabricants et aux fournisseurs, pour qu'eux, ils comprennent qu'il faut arrêter les suremballages, qu'on soit vraiment dans une optique de réduction du gaspillage, etc. Voilà. Donc soyons fiers. Tu veux compléter ? Quelqu'un veut compléter par rapport au drap ? Non ? Merci en tout cas. Bon. Une dernière question et puis après, c'est pas une question, c'est juste pour réagir. Moi, ça fait 15 jours que mon maître de stage est passé au drap lavable. Donc en fait, c'est tout neuf. Je témoigne vraiment... c'est vraiment neuf. Donc en fait, il a été obligé de les commander en Allemagne parce qu'en France, ça se fait pas. Et honnêtement, on rentre parfaitement dans nos... il m'a dit en un an, je rentabilisais les choses. Il y a une lessive par semaine, ça suffit parce qu'il y en avait suffisamment. Quand le patient a juste à s'asseoir, on n'en met pas, c'est juste s'il s'allonge. Et pour les enfants, forcément. Mais voilà, ça fait 15 jours et je trouve ça bien. Voilà, c'est tout.
pour compléter ça, en fait, il faut aussi garder à l'esprit que si on se met au drap d'examen en coton, ça a quand même aussi un impact environnemental énorme au moment de la fabrication. Donc il va falloir s'engager à utiliser cette serviette réutilisable un grand nombre de fois. Ça va être des centaines de fois, en fait. Donc même si elle n'est plus très blanche ou s'il y a une petite tache dessus, pareil, il faudra peut-être l'expliquer au patient, mais elle est propre et je prends soin de l'environnement, je la garde longtemps.